La Ils ont vaccination rien est la meilleure respecté. T'as le protection. parquet qui est cramé, Et ne rien céder aux mensonges, la au cuisine, détournement c'était d'informations dégueulasse, et à il y la avait manipulation les par certaines et fétous avec certains de la cette nourriture situation. dedans. Une situation qui est très explosive, qui est liée à un Il y contexte a une très fenêtre où local, il y a un trou dedans, à des carrément, tensions je sais qu'on pas comment connaît et qui c'est sont arrivé. historiques, T'as une porte et aussi à qui est certains dans la intérêts qui moitié cherchent un peu à enfoncée. Ouais, utiliser ce putain. contexte et l'anxiété. Adaoui Expliquer, Sidasna. expliquer, expliquer, convaincre, 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 Oh parce là qu'on là ne là joue pas là. avec la Mais Dieu dit santé. c'est Et pas on ne peut pas bénin. utiliser la Y santé changer. des Françaises et des Français Faut pas trouver pour ça. mener des combats politiques. Nous allons commenter cette actualité inquiétante qui touche notre département d'outre-mer et tous ses habitants, en plus des Guadeloupéens de métropole. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Marie-Christine Ponamalé, qui est rédactrice en chef du site d'information Outre-mer 360, Claude Issiard, présentateur de Couleurs Tropicales chez nos confrères des RFI. Vous êtes vice-président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Nous retrouverons dans quelques instants Gérard Cotellon, qui est directeur général du CHU de Guadeloupe et que je remercie d'être avec nous, et Anne-Sora Dubois, journaliste politique à BFM TV. En ce moment même, une réunion se poursuit à Matignon. Jean Castex a convié des élus de Lille en présence de Gérald Darmanin, Olivier Véran et Sébastien Lecornu. Claude Issiard, qu'est-ce que vous en attendez de cette réunion? Écoutez, tout est très compliqué. Parce qu'en réalité, on va peut-être apporter quelques solutions. On voit l'envoi, par exemple, de gendarmes, Oui. de forces de l'ordre, pour justement ramener l'ordre républicain sur le territoire guadeloupéen et peut-être dans quelques jours en Martinique également, puisque la Martinique a décidé d'entrer également en grève générale et je pense que la Guyane va emboîter le pas aux Antilles. Évidemment, on attend que tout cela s'apaise, que les tensions s'apaisent, mais en réalité, si vous ne convoquez pas l'histoire pour comprendre aussi toute cette confusion sur les sujets, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il y a cette colère. D'un côté, alors, la Guadeloupe est coupée en deux. Vous avez celles et ceux qui disent qu'il faut se vacciner, qui se sont vaccinés, qui pensent qu'il ne faut pas tout mélanger, que c'est un problème de santé publique, c'est un problème de santé mondiale, et il faut que donc les uns les autres, que nous soyons solidaires. Moi, je suis vacciné en tant que Guadeloupéen. Et puis, vous avez celles et ceux qui sont contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire. Mais, et c'est le plus important, une grande majorité d'Antillais, 90% ou peut-être un peu plus, comprennent toutes et tous les raisons de la colère. Les inégalités persistantes, inégalités sociales, les inégalités de traitement, les disparités entre la France hexagonale et la France d'outre-mer. Donc si vous voulez tout ça avec le poids de l'histoire, un passé qui ne passe pas, c'est très compliqué. Et vous avez cette confusion-là. La confusion, elle vient de là. Et ça veut dire que la crise du Covid est un révélateur d'autre chose, Marie-Christine Ponamalé? Enfin, je pense que toutes les crises sont des révélateurs de quelque chose. Claude Issiard l'a très bien exprimé en disant qu'effectivement, le poids de l'histoire, etc. Mais remettons les choses dans leur contexte. Lorsqu'il y a eu... Là, on parle de vie et de mort Oui, je suis d'accord avec vous. pour les Français d'outre-mer. Tout à fait. Cependant, je rappelle juste une chose. Lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, à La Réunion, département qui n'agit pas du tout de la même façon et des mêmes réactions lorsqu'il y a eu, enfin, de ce que fait les Antilles, chaque fois qu'il y a quelque chose, une grève, il y a toujours une petite étincelle et toujours tout le monde remet tout sur la table. On a eu 2007-2009. Là, 2009, c'était 40 jours bien précis. Il y a eu quand même l'UGTG, le syndicat qui a tenu la rue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Attention, je le précise. Il y a eu d'abord un phénomène de grève. Plus là-dessus, il y a eu des émeutiers, ce qui n'est vraiment pas la même chose. Je reviens sur mon propos. Pour la crise des Gilets jaunes à La Réunion, personne ne s'attendait à ce que ça casse. Donc, dessus, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une plateforme de revendication, il y a eu de tout. Donc, je reviens sur les propos de Claudie en parlant de l'histoire. Oui, certes, mais aujourd'hui, la crise sanitaire, elle est réglée en Guadeloupe. Et je reviens, et M. Cotellon va peut-être me confirmer. Attendez, quand je dis crise sanitaire, c'est-à-dire le cas de la vaccination dans l'hôpital, il y a 80% On va attendre qu'on le dise lui-même. Oui, voilà. Qui sont vaccinés. Donc, et pour rebondir sur votre question, lorsque vous dites qu'est-ce qu'on attend de cette réunion, les élus, c'est simple, ils se sont réunis en off, ils nous ont fait part de leurs revendications, ils veulent juste être réinjectés dans cette gestion de la crise sanitaire. Ils veulent pouvoir être associés à la table des discussions. Du côté du gouvernement, c'est la même chose. Ils ont aussi continué le dialogue. Ils ont dialogué avec les ministres et les élus qui sont venus cette semaine lors du congrès des maires. Certains ne sont pas venus, certains ont fait le jeu de soit pas venir, d'être présents à Paris, mais de pas s'associer aux discussions. Il y a eu quand même un dialogue. Donc maintenant, il y a ce mouvement d'émeutiers qui a cristallisé cet événement. Mais il faut savoir quand même, il y a des choses qui sont faites. Et lorsqu'on entend de partout, ah mais nous on n'a rien eu, ah mais ça ne va pas, attention,
Je pense qu'il faut dissocier. Voilà, il faut dissocier les choses. Alors, vous m'avez suggéré le fait d'aller retrouver le directeur général du CHU de Guadeloupe. On va Oui, faire tout de bien suite, c'est une sûr. bonne idée. Merci beaucoup d'être avec nous, Gérard Cotédon. Quelle est la situation dans votre établissement? Première question. Et les équipes ont-elles pu accéder depuis ce matin? Les barrages ont-ils disparu? Non, malheureusement, les barrages n'ont pas disparu et la situation est assez préoccupante pour les patients qui n'arrivent pas à atteindre l'hôpital. Et puis ceux qui arrivent à l'hôpital, ils constatent que l'hôpital est entravé par les grévistes, qu'il y a une présence policière et un certain nombre d'entre eux font demi-tour et renoncent aux soins. Donc c'est quelque chose que nous aurons à payer. En tout cas, les patients, ils vont payer le prix fort de cette situation et je le regrette très amèrement. Là, les professionnels... On empêche des citoyens français d'accéder à leur hôpital? Écoutez, il y a des blocages partout hein, sur l'île. Moi, quand je regarde mon personnel, hein, mes effectifs, à chaque changement d'équipe, c'est un peu l'angoisse de savoir qui pourra arriver à l'hôpital. Et puis, que je dois quand même vous dire, hein, ceux qui arrivent à accéder à l'hôpital, ils le font dans des conditions difficiles. Arrivés à l'hôpital, ils sont pris à partie par les grévistes qui les insultent. J'ai beaucoup de médecins, beaucoup d'agents qui voient ceux qui travaillent, hein, qui voient les pneus de leur voiture crever. Enfin, c'est une situation très compliquée qui malheureusement a des impacts sur la prise en charge. Et je crains que les patients payent encore une fois le prix fort de tout ça. Nous sortons d'une crise Covid où les Guadeloupéens ont pris cher, très cher, avec des taux d'incidence qui sont montés à plus de 3200 population générale. On a eu, rien qu'au CHU, un peu plus de 300 morts. Et donc, je pense que, voilà, on pouvait se passer de tout ça, surtout sur un sujet qui est le sujet de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, où là, quand on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, tous les hôpitaux sont au-dessus de 80-85% de vaccinés. Et donc, c'est une minorité d'agents qui sont résistants à cette vaccination. Et là, je trouve que ça dérape et que ça dérape grave. Hein. Mais alors, j'ai quand même cette question. Est-ce que vous nous confirmez que des soignants se sont fait molester et qu'une aide-soignante a notamment été visée avec un fusil à pompe? Absolument. Sur un de nos sites, le site qui accueille les enfants, hein, le pôle parents-enfants qui se trouve à Palais-Royal aux Abîmes pour ceux qui connaissent l'île. Et en sortant de son travail dans la nuit de samedi à dimanche, il était vers 21h30, elle était braquée avec, on l'a mis un fusil à pompe sur la tempe et elle est traumatisée, comme vous pouvez l'imaginer. Donc la situation est compliquée. Hein. Il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps pour se lever le matin, passer les barrages. Une fois arrivé à l'hôpital, vous devez encore passer un barrage qui est celui piqué du rêve tenu par les grévistes qui vous invectivent. Et puis, quand vous terminez votre service, vous n'êtes pas certain de rentrer sans difficulté. Et puis, une fois sur deux, vous vous retrouvez avec vos pneus de voiture crevés, votre vitre cassée. Donc, c'est une situation absolument déplorable et qui est très éloignée de ce qu'on est en droit d'attendre d'un hôpital qui, même en temps de crise, de guerre, est un sanctuaire où les gens peuvent facilement accéder pour recevoir des soins. Et là, la mission qui est la nôtre, qui est de soigner la population guadeloupéenne, est très compliquée, très entravée par cette situation. Votre CHU n'est pas protégé. En ce moment, on ne peut pas pratiquer une médecine normale dans le CHU de Guadeloupe. C'est ce que je retiens de cet entretien. Si vous voulez bien rester encore un petit peu avec nous, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit en quelques mots, l'un et l'autre, Codicia? C'est très inquiétant. C'est très inquiétant, c'est triste, ça reste le territoire national. Et il y a des choses que l'on peut expliquer, que l'on soit d'accord ou opposé. Cela me paraît évident. Je disais tout à l'heure que le passé est trop présent pour qu'il n'y ait pas confusion dans les comportements, et certains se servent de cela, d'ailleurs, pour exprimer d'autres situations. Il y a eu à La Réunion, au début des années 90, avec le chaudron, et donc, là, il y a aujourd'hui, vous disiez, qu'attendons-nous de cette réunion ministérielle? Parce que l'on attend, c'est qu'en réalité, bien, là, la question sanitaire est une chose, mais que d'autres sujets soient réglés. Parce qu'on ne peut pas continuer sur des questions qui n'ont rien à voir, que l'on se saisisse du moindre sujet
pour justement entraver la vie des Guadeloupéens, des Martiniquais. Il y a des problèmes extrêmement prégnants dans la société et dans l'histoire même de ces territoires-là, puisqu'on parle, on va en parler probablement, mais l'histoire du chlordécone, c'est quelque chose d'important. Je vais y revenir. L'histoire du taux de sucre qu'il y avait dans les aliments aux Antilles, en Outre-mer en général, qui était donc accepté, autorisé pour l'Outre-mer et qui était interdit en France exactement. Claudie, je me permets de vous interrompre parce que pour tous ceux qui nous écoutent, je rappelle que le traumatisme de la pollution au chlordécone a été une chose très sérieuse. C'est un pesticide toxique qui a durablement contaminé les sols après avoir été utilisé pendant de très nombreuses années en Guadeloupe, en Martinique, notamment dans les bananeraies. Et on voulait à l'époque lutter contre le charançon, un insecte qui ravageait les plantations. Bon, et le gouvernement a mis 92 millions sur la table pour le chlordécone 4. Et c'est quand même important. Il a fait en une année là de 21 pour jusqu'à 2000, excusez-moi, un trouble de 2021-2027, il a mis plus de 92 millions d'euros. Il faut quand même noter quelque chose. On se trouve dans une situation. Il y a quand même des enfants qui vont naître. Ouais, avec des malformations. Je termine juste mon propos. C'est quand même très important. Oui, tout est important. Il faut savoir qu'on retient ce qui n'a peut-être pas été fait, mais on ne note pas, on ne diffuse pas assez ce qui est fait. Et ce qui est dommage. Maintenant, je termine juste un truc. On parle d'hôpital qui va pas. En combien de temps l'hôpital est en train d'être construit? Je fais ni politique, hein, je dis ça pas pour toi parce qu'il en a fait, je ne fais ni politique, je veux juste faire du factuel. Quand vous me posez la question, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi, comment est-ce qu'on ressent? Moi, je trouve ça triste parce que ces gens qui sont en train d'empêcher de faire grève, d'empêcher l'accès à cet hôpital, ce sont les mêmes choses. Maintenant, il y a une autre façon. Il y a le droit de grève, on peut le faire. Maintenant, on peut laisser les choses se faire. Maintenant, on dit qu'est-ce qu'on attend? On attend les gens, le parlementaire vont demander que l'obligation vaccinale soit repoussée, comme l'a été pour la Martinique. Et pardonnez-moi, et on attend la prise de parole aussi du Premier ministre et de l'autorité, j'ai envie de vous dire, républicaine. Anne-Sora Dubois, est-ce qu'on sait ce qui se prépare? Est-ce qu'entend faire le gouvernement quand on a entendu notre président de la République qui était quand même extrêmement puissant dans ses propos? On n'imagine pas un précédent en Guadeloupe, quelle que soit la situation. Oui, et c'est ça la question, effectivement, celle de l'obligation vaccinale. Il est absolument impossible que le gouvernement aujourd'hui décide de faire de la Guadeloupe un département d'exception. Ça donnerait deux signaux. D'abord que l'obligation vaccinale qui concerne les soignants et les pompiers serait une obligation à géométrie variable. Et en plus, que cette obligation céderait devant la force et devant les violences. Les violences, exactement. Donc, il ne ressortira pas de cette réunion vraisemblablement un assouplissement de l'obligation vaccinale pour les soignants ou pour les pompiers, puisque ça concerne les deux. Concernant les soignants, le gouvernement dit que de toute façon, ça les concerne peu, puisqu'aujourd'hui, ils sont vaccinés à 90%, les soignants de Guadeloupe. Vous me corrigez si je me trompe, mais tout à fait. Ce sont les bons chiffres. Les pompiers, c'est ce que nous disait le directeur du CHU il y a quelques instants. Absolument. Au moins 85%. Mais en revanche, il y aura peut-être des adaptations. Matignon veut renouer le dialogue, au moins. Tout à fait. Il faut renouer le dialogue, et en plus, Matignon veut peut-être, au pire des cas, si vraiment la discussion est dans l'impasse, assouplir les sanctions pour les gens qui ne se sont pas encore fait vacciner. Ça, c'est peut-être la corde sur laquelle l'exécutif peut jouer ce soir. Renouer le dialogue, il faut savoir aussi avec qui et qui est réellement dans la rue. J'y reviens dans un instant. On va retrouver Anaïs Kroutz qui est sur place. On vous retrouve à Pointe-à-Pitre, Anaïs. D'abord, est-ce que le calme est revenu ? Alors, c'est une situation qui est un peu figée parce qu'on est dans l'attente de cette réunion qui se déroule toujours à Matignon. En tout cas, les points de blocage, eux, sont toujours bien présents sur plusieurs parties de l'île. Ici, nous sommes aux Abîmes. Vous voyez, il y a des carcasses de voitures qui sont disposées un petit peu partout au niveau de ce rond-point, ce qui fait qu'il est impossible de le traverser. Ce rond-point, c'est devenu le lieu de rassemblement du collectif qui est à l'origine de la grève générale ici en Guadeloupe contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire. Un collectif qui est composé de pompiers qui sont à majorité non vaccinés, de soignants, d'habitants qui se réunissent. Et donc c'est une ambiance qui diffère en fonction des points de blocage où on se trouve et aussi des personnes qui les tiennent. Parce que la nuit, eh bien, ce sont plutôt de jeunes manifestants qui prennent possession des lieux avec effectivement risque de débordement et de violence au moment du couvre-feu. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une mobilisation qui a changé de visage, qui n'est plus seulement portée par la parole syndicale, mais aussi par une parole populaire qui exprime des revendications au-delà des revendications sanitaires, et bien qui exprime des problèmes
qui sont présents depuis plusieurs années ici en Guadeloupe, le chômage, notamment la pauvreté, les conditions de vie difficiles dans certains quartiers. La conséquence de ces violences, c'est la fermeture des écoles encore aujourd'hui, des commerces qui ont baissé le rideau, notamment à Pointe-à-Pitre, et des habitants qui ont l'impression d'en payer le prix. En tout cas, ici, on ne se fait pas trop d'illusions sur ce qui sera évoqué lors de cette réunion. Les manifestants évoquent même l'idée d'intensifier le mouvement dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a une forme de désespérance? Merci beaucoup Anaïs. Est-ce qu'il y a une forme de désespérance qui s'est installée sur Oui, et depuis fort longtemps, lorsque le président de la République dit que la situation est explosive, elle est explosive depuis très longtemps. N'oublions pas la loi de départementalisation, 19 mars 1946, voulue par Aimé Césaire et par Paul Vergès. Les raisons en étaient simples, il fallait mettre un terme à cette pauvreté endémique des populations d'outre-mer. Donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion deviennent des départements. Et depuis ces dates-là, des femmes et des hommes se battent pour une égalité réelle entre la France hexagonale et la France d'outre-mer. Donc oui, il y a une forme de désespérance, et je pense que nous sommes tous d'accord. Il faut que les uns et les autres puissent se vacciner, il faut qu'il y ait une compréhension et qu'il y ait du dialogue. Et je vais revenir juste sur quand même toute cette intersyndicale qui a demandé le dialogue. Depuis des semaines, ils souhaitent le dialogue pour éviter d'en arriver. C'est bien l'intersyndicalisme sur les baraques, vous avez sûr que c'est Non, je suis pas en train de défendre les uns les autres. J'écoute ce que les uns et les autres disent. Et moi, je dissocie celles et ceux qui appellent à la grève, même si je suis pas d'accord avec certains propos tenus. On a vu dans les images Monsieur Zou, j'ai entendu certains de ses propos qui moi, m'ont un petit peu gêné. Et puis, il y a les casseurs, il y a ces jeunes pauvres, ces jeunes émeutiers pauvres. Qui sont instrumentalisés. Oui, mais probablement. Ce que je veux dire par là, il faut dissocier les uns des autres. Voilà. Il y a ceux qui appellent à la grève et il y a ceux qui cassent. Ce ne sont pas les mêmes pour moi. Oui, et lorsque vous parlez de désespérance, la première désespérance, c'est la désespérance des familles, des gens qui ont perdu leur outil de travail, des gens qui veulent aller à l'école. Il faut savoir que les écoles... elle est chez tout le monde. Mais je ne pense pas, Claudie, tu sais comment on vit en Guadeloupe, la désespérance, on ne pense pas, lorsqu'on est en Guadeloupe, ni toi ni moi, quand on vient dans un territoire, je ne pense pas, moi, en 1948, à la départementalisation. Je pense tout simplement à trouver un emploi, à ce que mes enfants aillent à l'école, et c'est surtout en ce moment, on a eu le Covid, c'est un territoire qui a subi le Covid et le confinement pendant longtemps. Bien sûr. Maintenant, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Je trouve que c'est très facile. Non, mais c'est très facile de se dire. En 2012, sous François Hollande, on a quand même fait voter. On s'est quand même battu pour ça. D'accord, bien sûr, l'égalité réelle. Il faut laisser parler votre camarade. Voilà. Non, oui, je suis d'accord avec toi, mon frère, mais sache que lorsque tu parles d'égalité réelle, quand tu vas à la poste, quand tu vas travailler, les gens ne pensent pas à égalité réelle. Ils se disent, ils veulent un emploi, ils veulent aller à l'école, et c'est ce qui se passe. Les écoles sont fermées. Là, les gens ne peuvent pas se soigner. Nous entendons donc que les gens ne peuvent même pas se faire dialyser. Du coup, non, attendez, excusez-moi, ça amène une question. Qui sont les gens qui sont réellement sur les barrages? Parce que le sénateur Victorin Lurel, qui fut un de nos ministres, lui, il a un avis sur la question, il l'exprime très clairement. Il parle d'infime minorité, sous-entendu. Ces gens sur les barrages ne représentent pas la communauté guadeloupéenne. Bien sûr, ce sont des jeunes, totalement, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle d'envoi de renforts sanitaires et GIGN, oui, c'est la bonne réponse. Parce qu'il faut que la situation soit résolue. Oui, Claudie. Par contre, là où ça a été maladroit, je suis en train de dire que c'est pas la bonne réponse. Je suis en train de dire que c'est pas la bonne réponse. Je suis en train de dire, souvenons-nous de 2009. Souvenons-nous. Bien sûr, tout le monde se souvient de 2009. Non, peu de gens se souviennent. Et ça, bonjour. Claudie a raison. Enfin, les journalistes savent, mais pas forcément ceux qui nous écoutent. Alors, en 3 mots, s'il vous plaît, Claudie. Exactement. Juste 2009. Grève générale, Guadeloupe, Martinique, 44 jours de grève. Justement, sur la profitation, des problèmes d'inégalités sociales persistantes. Et donc, il a fallu que l'État, c'était Nicolas Sarkozy qui était président à l'époque, mais il a fallu justement mettre à plat tout ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, on en est encore là. Alors, les forces de l'ordre, le RAID en particulier, sont arrivées sur place. Le gouvernement veut absolument que du GIGN et du RAID, absolument. On est d'accord. On a quand même l'impression que le gouvernement marche sur des œufs. Il marche sur des œufs parce que depuis le début de cette crise du Covid, la vaccination n'avance pas. Plus généralement en Guadeloupe. C'est-à-dire que le vaccin est mal accepté, le pass sanitaire est tout aussi mal accepté. Et il y a une... On parlait du chlordécone tout à l'heure et des sargasses aussi, d'ailleurs on pourrait les rajouter dans la liste, mais il y a une défiance énorme envers la parole publique. Et d'ailleurs c'est tout le paradoxe pour l'exécutif, c'est qu'il est chargé de convaincre les Guadeloupéens qu'il faut bien se faire vacciner, mais précisément parce que c'est le gouvernement qui le demande, il y a aussi ce problème d'écoute de la part des populations. C'est pour ça que ce soir il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur, il y a aussi le ministre
de la Santé, parce que c'est à lui que revient la charge d'essayer de convaincre aussi que la vaccination est bonne, que le pass sanitaire est bon, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Donc on reste pas uniquement sur l'angle sécuritaire. Non, pas uniquement sur l'angle sécuritaire, mais aussi l'angle sanitaire quand même, parce qu'il y a une question de continuité des soins, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des soignants qui ont été agressés, et puis surtout il y a la crainte quand même d'une future vague, on a la 5e vague en métropole Les gens qui maintenant. refusent de se faire vacciner sont des dangers pour les autres. Exactement, la pauvreté et les problèmes sociaux sont un énorme problème en Guadeloupe, et peut-être plus près. Temporellement, il y a aussi vraiment la crainte d'une autre vague. On sait qu'en août dernier, Olivier Véran s'était rendu dans les Antilles avec Sébastien Lecornu parce que la 4e vague faisait rage sur ces territoires. Et comme là, il n'y a qu'un Guadeloupéen sur 3 qui est vacciné, s'il y a une nouvelle vague, voilà, ça c'est aussi la crainte de l'exécutif. Donc c'est un peu une course de vitesse aussi. Oui, alors, et justement, très bon exemple. À La Réunion, un territoire où il y a plus de 60% de personnes vaccinées, le directeur de l'hôpital a lancé un cri d'alerte la semaine dernière lorsque les chiffres de Covid ont augmenté pour dire aux gens attention, nous allons être à saturation de lits. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant et c'est la raison pour laquelle certainement le gouvernement prend, comme vous dites, les choses avec les pincettes, mais avec attention. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci infiniment les uns les autres d'avoir participé à ce deuxième éclairage d'actualité. On va maintenant s'intéresser à notre journal de la présidentielle.